Bonjour et merci d'être là. J'aimerais quand même vous présenter un petit peu mon parcours parce que je vois qu'il y a beaucoup d'enfants. Donc moi je me suis intéressée à la physique et dès très jeune je voulais faire de l'astrophysique. Je voulais étudier l'infiniment petit, infiniment loin, c'était mon objectif. Et donc aujourd'hui je suis là pour vous parler du nanocosmos, donc le nano, le très petit, dans le cosmos très loin. Et j'espère que ça va vous intéresser. Alors une partie de mes études était à Paris. J'étais au début à Strasbourg et puis je suis venue à Paris à l'école normale et puis j'ai préparé mon travail de thèse ici sur le campus de Jussieu dans cette université exactement. Et donc c'est un peu un retour pour moi. Après je suis partie en Californie à la NASA pour étudier à nouveau l'astrophysique et puis je suis revenue à Toulouse pour occuper mon poste actuel de chercheur au CNRS. Alors, notre aventure, elle va justement commencer avec notre soleil qui fait que la plupart des gens aujourd'hui préfèrent être près du soleil que dans cette salle sombre, et notre Terre, que vous voyez ici. Et puis, un jour, dans quelques milliards d'années, c'est dans très longtemps, mais c'est quand même une échelle de temps pour nous qui étudions l'astrophysique, notre Soleil va devenir une géante rouge. Alors qu'est-ce qui va se passer? Le Soleil, il a une température de 6000 degrés qui est due aux réactions nucléaires qui se passent dans le Soleil. Et puis un jour, il n'y aura plus assez d'hydrogène comme combustible pour maintenir ce Soleil. Et alors d'autres processus vont se déclencher. L'étoile va devenir plus rouge, plus grande, elle va manger notre Terre, ça va arriver jusqu'à Mars. Et donc, quelque part, c'est un peu triste puisque c'est la fin de la Terre, un peu la fin du Soleil, il évolue vers autre chose. Mais en même temps, nous, astrophysiciens, on va s'intéresser à ce que cette étoile rouge va nous amener pour que la vie continue. Alors, cette étoile rouge, elle va former des petites poussières cosmiques. Au-delà de l'orbite de Mars, vers Jupiter, etc. On va avoir une formation de petites poussières cosmiques. Et ces petites poussières cosmiques, elles vont à nouveau voyager dans l'espace, le grand espace entre les étoiles, dans les nébuleuses que vous avez tous vues, et former des nuages, une sorte de nuages comme ça, qui apparaissent sombres. Alors si vous regardez dans le ciel par une nuit étoilée et que vous voyez la Voie lactée, vous savez ce que c'est la Voie lactée? C'est notre galaxie qu'on voit par la tranche, on voit une bande laiteuse un peu dans le ciel et on voit des taches sombres. Pourquoi on voit des taches sombres? C'est parce qu'il y a des nuages, petits, ils sont très grands ces nuages, des nuages de poussière qui vont absorber, absorber la lumière, diffuser aussi la lumière des étoiles qui sont derrière et nous les cacher, faire comme un écran. Donc c'est comme ça qu'on peut voir facilement ces nuages. Alors, ces nuages, ce qui est intéressant, c'est que ces nuages, ensuite, ils vont reformer de nouvelles étoiles, comme notre Soleil, avec un disque autour de l'étoile. Ce disque ce disque, il est constitué de matière, dont ces poussières. Les poussières vont se mettre entre elles. Enfin, c'est un processus un peu compliqué, on va dire, elle est comme une boule de neige, sauf que ce n'est pas vraiment de la neige, mais des petits cailloux qui vont devenir plus grands, qui vont donner des planètes. Et donc ce nuage va reformer une nouvelle étoile et une nouvelle planète. Donc en fait c'est le cycle des étoiles, le cycle de la vie des étoiles que j'essaye de vous décrire. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc le Soleil, je vous ai dit, il est à 6000 degrés. La géante rouge, elle va être plutôt à 2000, 3000 degrés, beaucoup plus grande. Et dans cette géante rouge, vous voyez les petites choses qui partent vers le nuage. Ce sont justement ces poussières qui se forment. Alors elles se forment à partir des éléments qu'on trouve dans la photosphère. Donc je ne sais pas, vous ne connaissez peut-être pas trop de chimie, mais il y a du carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène, du silicium, du titane, du fer, de l'aluminium, enfin tout un tas d'éléments qui vont constituer ces poussières. Et pendant des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années, la matière, un peu comme une fumée, la matière va sortir de cette étoile
et se retrouver dans l'espace pour reformer des nuages qui vont à nouveau donner de nouvelles étoiles. Et ce voyage dans l'espace, il va durer très longtemps. Il va durer 1 million d'années ou plus. Donc vous voyez que c'est un voyage très très long vers nos origines. Alors pourquoi vers nos origines? C'est parce que je vous ai expliqué que donc on formait de nouvelles étoiles, de nouvelles planètes, mais aussi cette poussière cosmique, elle favorise la formation de molécules. Parce que dans les milieux qui sont un peu hostiles, dans les milieux qui sont un peu hostiles, ça veut dire qu'il y a des événements énergétiques comme des photons, des rayons cosmiques qui vont venir détruire les molécules. Mais dans les nuages sombres, les poussières font un cocon pour protéger ces molécules. Et donc on peut former la molécule la plus abondante dans l'univers. Alors les molécules, c'est ce qui constitue par exemple l'air. L'air de la pièce il est constitué de plein de molécules. Donc vous avez la molécule de dihydrogène, qui est la molécule la plus abondante de l'espace. Mais à partir de là, on va aussi former d'autres molécules plus complexes, à la fois sur la surface des petits grains de poussière et dans la chimie du nuage. Et ces molécules plus complexes, elles vont servir de matière première quand on va former un système planétaire. Et donc, il faut considérer cette matière première qui a été apportée à la Terre, par exemple, quand on veut essayer de comprendre l'origine de la vie. Donc, nos origines, elles sont à la fois dans la formation de notre Soleil, de notre planète, mais aussi de la chimie qui a amené l'origine de la vie. Vous avez tous entendu parler des météorites qui sont tombés sur Terre et qui auraient pu apporter la matière, créer les premiers océans et apporter la matière à partir de laquelle la vie a pu se développer. Ce qui n'est pas dire que la vie vient de l'espace, la vie s'est développée sur Terre dans certaines conditions qui sont en partie venues de ce que le cosmos a envoyé sur Terre. Donc c'est... Voilà. Alors ce qu'on peut dire en plus, c'est que les géantes rouges, c'est un type d'évolution des étoiles en fin de vie. Il y en a un autre type dont vous avez entendu parler sur les supernovas, les explosions de supernovas, je pense que vous connaissez tous. Alors là, c'est quand des étoiles plus grandes que notre Soleil, 10 fois plus grandes à peu près, vont arriver à la fin de la vie, et là tout va s'emballer, ça va être très spectaculaire, ça va exploser. On va former aussi des petites poussières, mais ces poussières vont être différentes, et aussi cette explosion, elle va amener un scénario un peu catastrophe, des chocs, et par exemple, et ces petites poussières qu'on avait formées, elles vont en partie se redétruire à cause de ces conditions. Donc je vais vous parler moi plus de ces géantes rouges dans la suite. Alors, que sait-on de la poussière cosmique? Alors, comment est-ce qu'on peut l'étudier? Alors, une première idée, c'est de se dire, comme je vous l'ai dit, cette poussière cosmique, elle va former notre planète, notre système solaire. Donc, on a envie d'explorer les objets dans notre système solaire qui peuvent nous apporter de l'information. Donc, les météorites qui arrivent sur Terre, donc une partie de ces météorites contient encore de la matière que nous pensons relativement primitive, c'est-à-dire qui n'a pas été trop modifiée par la manière dont notre système solaire s'est formé et a évolué, ou par la chute de la météorite dans l'atmosphère terrestre où elle va brûler, et donc on va perdre de l'information. Et puis, il y a aussi les comètes. Donc, vous avez entendu parler de la mission Rosetta et de la sonde Philae, où un petit robot est descendu sur la comète. Et l'idée, c'était aussi d'aller creuser pour trouver de la matière plus d'origine qui n'a pas été affectée par le rayonnement du Soleil, parce que le rayonnement du Soleil, il a tendance à faire une croûte noire, comme quand vous laissez votre gâteau trop longtemps dans le four. Et donc ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on voudrait, c'est le gâteau qui a le cœur du gâteau, là où il y a le chocolat qui est bien fondant. Et donc, il
Pour ça, il faut creuser et avec Philae, on n'a eu que des tout premiers résultats, malheureusement, parce que ça n'a pas duré longtemps. Vous avez entendu parler des aventures. Donc il faut espérer qu'il y aura d'autres missions qui vont aller sur des comètes, prendre de la matière et ce serait bien la ramener sur Terre pour qu'on puisse en laboratoire regarder vraiment dans le détail la composition. Alors la manière dont, en tant qu'astrophysicien, on regarde cette poussière cosmique, c'est évidemment d'observer avec les grands instruments, les télescopes, les radiotélescopes, les satellites, d'observer cette matière et d'essayer d'avoir de l'information. Alors là, je vais vous parler un petit peu de l'arc-en-ciel. Donc l'arc-en-ciel, vous voyez les couleurs, le violet, le bleu, le vert, le jaune, le rouge. Et si vous alliez plus loin et que votre œil pouvait voir, vous verriez ce qu'on appelle l'infrarouge. Alors dans l'infrarouge, c'est là où on voit, donc je vous ai parlé des molécules tout à l'heure. Les molécules, c'est constitué d'atomes. Par exemple, on va prendre une molécule d'eau avec deux atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène. Et si on commence à tirer, donc ces atomes sont liés entre eux par des petits ressorts, si vous voulez, et si on commence à tirer sur ces ressorts, ça va donner ce qu'on appelle une empreinte, une signature dans l'infrarouge. Donc si on a un rayonnement infrarouge, on va voir, alors soit la molécule excitée, on va la voir émettre ce rayonnement infrarouge, ou alors elle peut aussi l'absorber si on a une source infrarouge. Alors comme ça, grâce à l'infrarouge, on va pouvoir regarder la composition des petites poussières cosmiques. Et aussi, on va pouvoir connaître des choses sur leur taille. Parce qu'on sait qu'elles absorbent les photons ultraviolets des étoiles, ça les chauffe. Donc elles ont un rayonnement infrarouge spécifique. Et ça nous donne une information sur leur taille. Alors leur taille, elles sont très très petites. Elles sont plus petites qu'un micron. Un micron, c'est donc un millième de millimètre. Et elles vont plutôt dans le nanomètre, donc le nano dont je vous parle. Et là, c'est un millionième de millimètre. Pardon. Alors, les étoiles que l'on regarde, on va connaître aussi un peu la composition de la poussière par l'infrarouge. Donc, essentiellement deux types de composition. Alors, quelque chose qui ressemble à des petits grains de sable, mais très petits. Donc des oxydes, des silicates, pour ceux qui connaissent un peu, et puis quelque chose qui ressemble plus à de la fumée noire que vous voyez sortir des camions, des bougies, des feux, voilà. Donc deux types, un type riche en carbone et un type riche en oxygène, et ça dépend de la composition de la géante rouge. Alors voilà ce qu'on a appris, mais c'est pas encore suffisant pour qu'on puisse en laboratoire se dire ah voilà, les poussières cosmiques, elles sont comme ça, on va les reproduire en laboratoire et on va pouvoir étudier leurs propriétés. Alors leurs propriétés, c'est étudier comment elles interagissent avec la lumière des étoiles, quelle chimie se passe sur ces poussières, comment elles s'agglomèrent pour former des corps plus grands, des comètes, des planètes, etc. Donc ça, c'est pas suffisant. Et donc, pour essayer de mieux comprendre cette poussière, on a créé, dans le cadre du projet Nanocosmos, la machine Stardust. Alors, la machine Stardust, c'est la machine à fabriquer des poussières cosmiques. Alors, vous voyez, c'est une machine très, très, très compliquée. Alors, la première étape de ce côté, oui, sur la gauche, ça consiste à se dire quelles sont les toutes petites premières germes, les premiers germes qui vont former ces poussières cosmiques, les petites molécules. Alors ça, on va les connaître grâce à l'observation avec, par exemple, le grand interféromètre ALMA qui est au Chili. Alors, ce grand interféromètre, alors pourquoi on fait ça? Parce que on veut regarder ces petites molécules, elles s'agitent, elles tournent, donc elles ont des signatures. Tout à l'heure, je vous ai expliqué les ressorts qu'on étire, mais là, c'est plutôt la rotation des molécules qu'on va regarder et qui nous indique quel type de molécules on a et dans quelle est leur température, dans quel état d'excitation elles sont.
Donc on a envie de regarder ces molécules avec une très grande sensibilité et aussi à des échelles spatiales. Donc on veut regarder très très finement parce qu'on veut dans l'étoile pouvoir regarder par exemple tous les petits détails. Alors pour ça, il nous faut un très très grand radiotélescope. Donc les radiotélescopes, c'est eux qui détectent les molécules, ce sont des grandes antennes que vous avez sûrement déjà vues. Et il nous faudrait un radiotélescope qui fasse 20 km, une énorme antenne. Alors vous comprenez, ça c'est pas possible parce que sous son propre poids, cette antenne elle va tomber, ça ne va pas être possible de la construire. Alors les astrophysiciens et les ingénieurs, ils ont imaginé d'utiliser à la place d'une très très grosse antenne, plein de plus petites antennes qu'on va distribuer d'une manière spéciale pour donner l'équivalent d'une très très grande antenne qui aurait 20 km de surface. Et ça permet d'étudier la formation des étoiles, des systèmes planétaires et de nos poussières cosmiques. Donc un exemple de cet instrument, c'est ALMA, qui est situé au Chili et qui a un grand projet international entre l'Amérique, l'Europe et le Japon. Et on a également à côté de Grenoble un petit frère d'ALMA qui s'appelle NOEMA, qui est construit entre la France, l'Allemagne et l'Espagne. Donc à partir de notre connaissance des germes de cette poussière, on va les injecter dans la machine, on va les reproduire dans la machine et on va regarder les petits cœurs des grains qui se forment. Et puis ces petits cœurs de grains, on va les faire interagir avec du gaz, ça va faire une boule de neige, si vous voulez, même si ce n'est pas forcément de la glace. Il faut voir ça comme une boule de pâte qu'on roule dans la farine et qui grossit et qui va voler tout au long de la machine. À un moment, on va les arrêter, ils vont se refroidir, on va les arrêter sur une fenêtre, une surface. On va mesurer leurs empreintes infrarouges pour comparer à la formation des satellites. Et puis on va aussi essayer de mesurer leur composition élémentaire en éléments et également voir si on les chauffe, il y a des molécules qui vont sortir de ces grains. Et puis après, on va mettre notre échantillon dans un petit module de stockage pour le protéger l'échantillon, donc nos petites poussières cosmiques de l'air en particulier, qui peut donc contaminer nos poussières cosmiques. Et on va transporter l'échantillon, donc la machine Stardust, elle est à Madrid, on va transporter à Toulouse pour faire d'autres types d'analyses. Alors là, avec des lasers, on va essayer de regarder les molécules qui sont dans les petites poussières cosmiques pour mieux comprendre comment elles se forment. Et puis on construit également une autre machine qui va simuler ce qui se passe dans le nuage froid que je vous ai montré tout à l'heure, le nuage sombre, où il fait très froid, il y a très très peu de particules, c'est très vide, mais il y a quand même quelque chose. Donc on essaye d'étudier tout ça en laboratoire et étudier aussi l'interaction avec les photons des étoiles. Alors le projet que je vous décris, donc c'est ce projet Nanocosmos. Donc c'est un projet du Conseil européen qui a été financé par le Conseil européen de la recherche sur 6 ans depuis 2014 et qui va se finir en 2020. Et c'est un projet donc nano, je vous l'ai expliqué. Donc nano, c'est un nanomètre, je vous ai dit, c'est 1/1000 de millimètre. Et on va étudier donc ces ces très petites poussières nano dans le cosmos, avec des équipes qui sont composées d'astronomes, d'astrophysiciens, de chimistes, de physiciens du laboratoire, des chercheurs, des ingénieurs. Et c'est un projet synergie, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs chercheurs qui sont les leaders de ce projet, donc qui font avancer ce projet. Donc nous sommes 3 chercheurs, donc 2 chercheurs espagnols qui sont à Madrid, donc José Charnichero qui est un astrophysicien qui étudie la chimie dans les étoiles évoluées, José Ángel Martín Gago qui est un physicien des surfaces et des nanotechnologies, donc qui étudie les très petits objets en laboratoire. Et puis donc moi-même qui suis à Toulouse, alors moi je travaille plutôt sur
les grandes molécules carbonées dont font partie ces poussières dans l'espace. Et depuis ma thèse, j'essaye à la fois d'avoir une approche en laboratoire, créer des machines en laboratoire pour les étudier et utiliser les télescopes pour mieux les comprendre. Et autour de nous, il y a une cinquantaine de personnes qui contribuent, et même plus, avec des contributions peut-être plus mineures, mais vraiment 50 personnes qui sont vraiment impliquées dans le projet. Pendant les premières années, on a construit les machines, comme cette machine Stardust compliquée que vous voyez là. On a fait des observations avec ALMA, donc vous voyez cet interféromètre avec toutes ces antennes au Chili pour essayer de mieux comprendre les petits germes de poussière cosmique. Et puis on a essayé de définir un protocole, comment on pouvait avancer sur notre connaissance de ces petites poussières cosmiques. Donc on s'attend à ce que les résultats les plus intéressants arrivent dans les prochaines années. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'au-delà de l'aspect fondamental de ce travail sur nos origines, on travaille sur des nouveaux types de nanomatériaux, donc on peut espérer aussi que notre projet va avoir un impact sur d'autres domaines comme les nanotechnologies ou des domaines équivalents. Et donc, pour finir, je voulais vous présenter donc, la bande dessinée, la webcomics Estrella, que vous pouvez trouver sur le site de l'ERC. Alors, malheureusement, c'est en anglais, donc ça permet aux enfants d'apprendre mieux l'anglais, peut-être. Bon, mais je pense que déjà par les dessins, ça vous donnera une idée de l'aventure. Alors, ce n'est pas exactement notre aventure, c'est l'aventure vue par notre artiste. Donc, vous ne retrouverez pas les personnages comme moi-même dans cette bande dessinée. Ce sont des personnages fictifs avec une aventure aussi, mais qui s'est bien inspirée de notre projet. Et donc, je finis en remerciant Lorenzo pour tout son travail sur la BD et aujourd'hui sur ses dessins. C'est pas facile de faire une présentation sans vous montrer des belles images de nébuleuses, d'étoiles, et j'espère que vous avez pu suivre un peu le discours quand même. Merci à tous.